les amis, je suis Dr JP Mouka, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Excel Africa BizTech, cet espace qui tente de décrypter les enjeux de développement en Afrique et en République démocratique du Congo à l'intersection de la transformation numérique et du commerce international. Merci infiniment à vous tous qui, mine de rien, devenez des habitués de la maison. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous, likez, partagez, aidez-nous à faire grandir cette chaîne. Alors, dans le souci d'essayer de structurer et d'organiser le contenu que je vous propose sur cet espace, nous avons une rubrique dédiée à la vulgarisation d'un sujet, d'un enjeu de développement appelée « Comprendre en 5 questions ». Si vous n'y êtes pas encore familier, je vous renvoie par exemple au numéro 34 sur le port en eau profonde ou encore le numéro 37 sur le programme de développement des 145 territoires en République démocratique du Congo. Vous avez donc aussi probablement découvert la rubrique Tournée africaine qui vous propose de brèves escales pour une prise de température BizTech quelque part sur le continent africain. Par exemple, le numéro 35 où nous avons tenté de décrypter le bras de fer CEMAC contre République centrafricaine au sujet du Bitcoin, ou encore le numéro 36, où nous avons évoqué la RDC qui mise sur les hydrocarbures pour son développement, et la digitalisation de la justice en Tunisie. Vous avez aussi vu peut-être, je l'espère, que de temps en temps, je donne mon avis tranché, mon parti pris congolais assumé sur une question d'actualité qui touche à la transformation numérique ou au commerce international. Comme lorsque je me suis indigné du silence radio de la classe politique congolaise qui se dit d'opposition et qui, dans sa grande majorité, n'a pipé mot de manière intelligente ou intelligible sur le choix du gouvernement congolais de miser sur les hydrocarbures pour son développement. Le gouvernement nous promet 2000 milliards de dollars de revenus potentiels grâce à l'exploitation de nos blocs pétroliers et gaziers. Les uns disent amen, les autres regardent ailleurs, peut-être pour éviter de réfléchir, et personne ne pose les vraies questions. C'était le numéro 38, que je vous recommande d'ailleurs vivement. Aujourd'hui donc, je vous propose une rubrique que j'appelle simplement « Let's Talk ». C'est une sorte d'espace ouvert que j'ai envie de meubler progressivement avec le temps, avec vos suggestions et votre participation active. C'est dans cette rubrique que j'ouvrirai par exemple mon micro de temps en temps pour répondre à vos questions sur une thématique traitée dans cet espace qui vous tient à cœur. Répondre aux messages voice que vous envoyez sur le numéro WhatsApp qui apparaît de temps en temps en bas de votre écran. C'est aussi ici que j'ai envie de faire bientôt avec vous des lives en streaming, à la fois sur YouTube, Facebook, LinkedIn, pour discuter de quelques sujets à chaud ou encore inviter peut-être un expert pour nous édifier sur un sujet relié à la transformation numérique et au commerce international, ce que nous appelons ici BizTech. D'ailleurs, si vous êtes un expert ou simplement un passionné dans une de ces matières et vous souhaitez participer, contactez-moi, construisons ensemble, faisons grandir ensemble cet espace. Vous êtes peut-être un étudiant, un professionnel et les sujets traités ici touchent à votre expertise académique ou professionnelle. Vous êtes un décideur qui souhaite approfondir la discussion avec moi ou simplement vous êtes inspiré par un de ces sujets et vous souhaitez obtenir un accompagnement, voire un encadrement académique ou professionnel, let's talk, comme disent les anglophones, pour ensemble éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Mais pour aujourd'hui, à tout seigneur, tout honneur, encore que je suis loin d'être un seigneur, mais j'ai pensé, surtout pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route et qui me connaissent peut-être un peu moins bien, de vous proposer simplement un entretien que j'ai eu l'honneur de tenir à Kinshasa, en République démocratique du Congo, fin 2021, avec un des plus grands médias de la place et à 1 heure de grande écoute. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite une très agréable écoute et à bientôt.
avec vos questions, vos commentaires, vos suggestions. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager et de vous abonner, s'il vous plaît. À très bientôt. Chap chap. Nous avons le plaisir de recevoir un digne fils du pays qui vit au Canada, à Ottawa. C'est un Congolais qui est parti, ça va faire plus ou moins 25 ans depuis qu'il a quitté son Congo natal. Il est passé par l'Afrique du Sud, les États-Unis d'Amérique avant d'atterrir, de poser ses valises au Canada, où il vit depuis plusieurs années. Nous recevons donc Jean-Paul Mouka. Bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue dans les studios de Radio Kapi. C'est un plaisir. Alors, pour la petite présentation, vous êtes docteur en gestion des technologies de l'information et de la communication. Vous êtes spécialiste en transformation numérique des entreprises. Vous avez également fait des études dans le domaine de la banque. Mais j'aimerais qu'on commence par les commencements. Vous avez quitté le Congo, on va dire autour des 1997-1998 pour vous installer en Afrique du Sud. Pour quelle finalité ? Merci beaucoup pour l'opportunité. En fait, je quitte le Congo en 98 pour m'installer en Afrique du Sud et continuer mes études juste après mon bac en scientifique maths physique à l'ICASI. Donc j'ai grandi entre l'ICASI et Lubumbashi. Et je m'installe en Afrique du Sud où je fais mon premier cycle en faculté de gestion à l'université de Johannesburg, spécialisation informatique. Et puis de là, j'ai fait un hiatus, j'ai pris un petit break pour travailler. J'ai eu une excellente opportunité pour revenir travailler en RDC lorsque une des grandes sociétés de télécommunications de la place lançait ses bureaux et ses opérations ici. Donc c'était pour moi à l'époque une excellente opportunité de revenir redécouvrir mon pays que j'avais quitté quand même assez jeune. Et voilà, c'est parti de là. Alors, parlons un peu de l'étape sud-africaine. Quels sont les faits marquants? Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué durant tous ces séjours, toutes ces années que vous avez vécu, passé au pays de Nelson Mandela? En fait, je me suis fait là-bas, je me suis formé là-bas. J'ai presque grandi en Afrique du Sud, dans la mesure où j'ai quitté le Congo assez jeune, juste à la fin de mon adolescence, et donc ma vie d'adulte, elle s'est construite en Afrique du Sud. C'est vrai que les débuts n'étaient pas toujours très simples parce que d'abord il y a la barrière linguistique. Quand bien même je me débrouillais pas mal en anglais après mon diplôme d'État au Congo, mais bon, quand on arrive dans un pays où l'anglais est la langue, surtout la langue d'instruction, donc à l'école, les premiers mois, la première année, c'est pas toujours évident. Mais j'ai très vite appris qu'il faut vite s'immerger dans son pays d'accueil, il faut s'assimiler, il faut vraiment adopter les codes, la langue, s'entourer des bonnes personnes, être dans les bonnes communautés. Donc en fait pour moi il y a eu presque une rupture au niveau linguistique. Je me suis complètement pendant quelques années, peut-être pas par choix toujours, mais je me suis complètement coupé du milieu francophone, du milieu... Par la force des choses, je me retrouvais dans un milieu plutôt cosmopolite, plutôt multinational. Ça m'a vite aidé à m'adapter à l'approche des locaux et d'autres qui évoluent comme moi en Afrique du Sud. Donc la barrière linguistique est un des plus gros défis à affronter. Et puis après ça, bon, c'est les opportunités qui arrivent et on les saisit comme elles viennent. Alors, vous avez passé plusieurs années en Afrique du Sud, on doit les dire plus ou moins 10 ans. Ouais, bien plus, plus de 10 ans même, plus de 10 ans en Afrique du Sud. Mais qu'est-ce qui vous a motivé, Jean-Paul Mouka, à quitter l'Afrique du Sud pour le Canada? Alors moi j'ai eu une chance incroyable. Donc à peine arrivé en Afrique du Sud, bon, après mon premier cycle, c'est-à-dire quand j'avais mes 3 premières années à l'université, je travaillais, j'avais des petits jobs dans le secteur informatique toujours. Mais j'ai été introduit au commerce international très tôt parce qu'il y avait un groupe d'investisseurs américains qui sont venus en Afrique et qui recherchaient des débouchés, y compris dans les pays francophones. Okay. À l'époque, trouver un jeune, donc ils recherchaient mon profil. Ils recherchaient un jeune informaticien. Ils recherchaient un facilitateur d'affaires parce que la plupart d'entre eux n'étaient pas francophones.
Ils étaient tout le temps sur le terrain en train de développer le marché. Donc ils avaient besoin d'un responsable informatique, mais qui pourrait aussi les assister dans le développement des affaires. Et le plus que j'apportais, c'est que j'étais bilingue. Okay. Donc je parlais couramment français et anglais. Et donc le job était taillé pour moi. C'est à partir de là que j'ai été très vite exposé à la vie à l'international. J'ai été appelé à voyager, j'ai été appelé à toujours interagir avec des organisations à travers l'Afrique. Et donc mes années en Afrique du Sud n'ont pas toujours été axées sur l'Afrique du Sud. Afrique du Sud évidemment parce que c'est là que je vivais, mais j'étais toujours en 2 avions en train de faciliter les affaires dans plusieurs pays africains. Donc il y avait beaucoup de mouvements. Absolument. Voilà. Alors donc on va dire de l'Afrique du Sud aux États-Unis d'Amérique, et là c'était pour pour perfectionner vos talents et surtout mettre votre savoir au service de vos clients. En fait moi tous les mouvements que j'ai fait dans ma vie, c'est j'ai pas un parcours de vie très linéaire, hein. C'est parfois un peu atypique, c'est un peu comme ça que je suis, c'est les opportunités qui se sont présentées à moi. Et je crois que finalement, ça colle aussi à ma personnalité dans la mesure où j'ai toujours plusieurs casquettes. Okay. Et où que je sois, je suis en train de toujours développer, d'abord me développer moi en tant que personne, mais aussi de développer le travail que je fais parce que j'ai l'habitude de dire que je ne vis pas seulement de mon métier, je vis mon métier. Il y a une nuance entre vivre de son métier et vivre son métier. J'ai la chance incroyable de faire ce que j'aime, à savoir... j'opère dans le numérique, on en reparlera peut-être, mais surtout, je travaille avec les humains. Donc, pour quelqu'un comme moi qui a plutôt un background académique à la base d'informaticien, j'ai toujours aimé être au contact des individus. Donc, de fil en aiguille, c'est des contacts, de fil en aiguille, c'est des développements de projets, et je crois avoir l'approche facile. Et donc, où que je passe, je bâtis toujours mes réseaux. Moi, j'ai l'habitude de conseiller même les plus jeunes que j'encadre pour dire quand vous avez la chance, votre employeur vous envoie en mission de service, en formation. En fait, la partie formation, classe, c'est peut-être 10% de votre temps et votre attention. Le reste du temps, c'est le réseautage. Vous rencontrez du monde, vous vous faites un carnet d'adresses les personnes que l'on rencontre, c'est elles qui très souvent déterminent la suite, les opportunités qui nous reviennent. J'ai fait pareil pour les États-Unis et donc j'ai développé. En fait, je suis rentré à Harvard pour une formation qui m'a été offerte par mon employeur en stratégie et développement des affaires. Donc j'étais aux États-Unis pour plusieurs raisons, choix familial parce que finalement avec ma petite famille on a décidé de s'installer là-bas, mais aussi parce que j'étudiais là-bas. Avec tous ces voyages que vous effectuez, bon ça j'ouvre une parenthèse. Je vous en prie. Comment la famille appréhende ça, parce que parfois les enfants ont besoin de leur papa et la maman a besoin de son mari, votre épouse a besoin de son mari. Absolument. Mais vous êtes sollicité soit en Afrique du Sud, aux États-Unis ou au Canada. Vous savez, la vie est faite de choix. C'est jamais facile. Vous savez, aujourd'hui, j'ai 3 enfants, 2 garçons de 17 et 16 ans et une fillette qui aura bientôt 10 ans. Leurs premières années de leur vie, ils m'ont très rarement vu. C'était un choix. C'était un choix très déchirant. J'ai eu beaucoup de chance, hein, j'avoue, il n'y a pas de secret parce que j'en connais dont le mariage a pris du plomb dans l'aile parce que un des époux n'était jamais là. J'ai eu la chance d'avoir une épouse qui m'a beaucoup soutenu. Qui a su vous combler votre vide. En fait, combler mon vide, je sais pas, parce que pour moi, une mère n'est pas un père, et un père n'est pas une mère. Mais on parle des mères-pères de plus en plus. En fait, bon, c'est ouvert à débat, mais moi, je considère que je suis le père de mes enfants, je ne suis pas leur mère, je ne peux pas leur donner le sein maternel. Et il y a des choses que moi je peux leur donner que leur maman ne peut pas leur donner. Exact. Notamment les préparer. Bon, elle ne devrait pas. Elle peut peut-être essayer, mais à mon avis, dans ma conception des choses, elle ne devrait pas. Par exemple, les préparer à la vie, tout simplement. Donc moi, alors c'est vrai, j'ai souffert de mon absence, de mon toit familial, parce que c'est les enfants, vous savez, ils se rappellent des petites choses. Exact. Des souvenirs. Des souvenirs. C'est les tournois, les compétitions à l'école où ils ont été champions et papa n'était pas là. Exact. Pour les acclamer. C'est les petites graduations, collations de grade où les amis étaient avec leurs 2 parents, mais papa n'était pas là. C'est des petites questions qu'on pose, maman, mais pourquoi papa n'est jamais là? C'est vrai, on en souffre.
on peut se dire, enfin, en tant que parent, en tant qu'adulte, on se console en disant, on envoie de l'argent pour qu'il ne manque de Mais rien. ça ne résout pas tous les problèmes. C'est ce qu'on se dit à la base, que au moins, ça va, ils sont plus ou moins à l'abri du besoin. Mais les enfants, eux, leurs besoins, c'est pas les besoins des adultes. Exact. Eux, ils veulent la présence, et j'en ai pas mal souffert. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être beaucoup plus. Présentement, je suis à la maison. D'abord déjà à cause de la pandémie, quasiment les 2 dernières années, j'ai travaillé de la maison, ce qui m'a beaucoup facilité les choses. J'ai pas dû voyager tous les mois comme avant. Et donc voilà, on fait comme on peut, mais aujourd'hui, moi, je considère que mes enfants, bientôt, ils vont aller à l'université, du moins mes grands. Donc je passe beaucoup plus de temps avec eux, parce que vous savez, aujourd'hui, les petits, ils partent beaucoup plus tôt. Donc dans 2-3 ans, ils seront partis, et puis vous savez, les enfants à cet âge-là, ils vous relancent que quand ils sont fauchés pour dire, papa, remplissez mon compte, mais sinon c'est le moment où on doit créer les liens. Voilà. Pour ceux qui nous prennent en cours de diffusion, nous recevons Dr Jean-Paul Mouka. Il est docteur en gestion des technologies de l'information et de la communication, spécialiste dans les domaines de transformation numérique des entreprises. Il a également suivi des formations dans le domaine des banques. C'est un Congolais qui vit au Canada et il a quitté son Congo natal, on va dire, ça fait plus ou moins 25 ans. Il est parti de l'Afrique du Sud, les États-Unis d'Amérique, pour justement poser ses valises au Canada. Il est basé à Ottawa. C'est lui que nous recevons. Nous profitons de son passage à Kinshasa pour le recevoir pour vous. Alors, vous avez un CV très riche, j'ai eu le temps de les parcourir. Merci. Vous avez travaillé depuis 2020 comme directeur export petites et moyennes entreprises dans le gouvernement canadien, particulièrement dans le domaine du portefeuille du commerce international, agence de crédit, tout ça. De 2018 à 2020, vous avez été directeur développement mondial des affaires semi-conducteurs et propriété intellectuelle. Voilà. Vous avez également travaillé comme CEO, donc directeur général de beaucoup de structures. Vous êtes spécialiste depuis 2001, spécialiste en développement des affaires dans les domaines des technologies de l'information. Donc on va dire, ça fait 20 ans d'expérience à des postes de responsabilité et commerciales dans les entreprises. Tout à fait. Des tailles diverses, allant de la PME, petites et moyennes entreprises, aux grands groupes multinationaux, IBM, Oracle. Mais je vais comprendre un peu qu'est-ce que vous faites de concret au Canada, puisque vous avez quitté les États-Unis pour aller poser vos valises au Canada. Qu'est-ce que vous faites de concret? En fait, moi, je travaille au sein de l'agence canadienne de promotion d'exportation, qui s'appelle Exportation et Développement Canada. J'ai un poste de directeur aux exportations. Donc, mon rôle, c'est d'accompagner les petites et moyennes entreprises, d'accompagner les investisseurs et exportateurs canadiens. Je m'empresse quand même de préciser que quand même je suis un employé du gouvernement canadien. Je suis ici, là, devant vous, en qualité personnelle, et donc tout ce que je dis n'engage que moi. Je n'ai pas mandat de représenter le gouvernement canadien. Voilà. D'accord. Voilà. Mais on voulait juste comprendre en quoi consiste votre travail par rapport à... C'est juste une mention légale, divulgation obligatoire. Une fois que c'est fait, je peux m'exprimer sans rentrer dans tous les détails de ce que je fais. Alors, mais en gros, mon rôle, c'est de faire rayonner les exportateurs canadiens à l'international. Surtout les petites et moyennes entreprises, et avec un accent particulier sur les entreprises qui sont dans les technologies de l'information. Énergie verte, énergie renouvelable, nouvelles technologies de l'information, informatique, services informatiques. Donc, les entreprises de taille, on va dire, des petites, moyennes entreprises et de taille intermédiaire, elles ont concrètement quelques besoins très bien identifiés. Le premier, c'est les financements. En général, elles manquent de financement. Le second, c'est l'information. Quand des exportateurs veulent aller conquérir le monde, il manque l'information pour conquérir les marchés étrangers. Et au sein de ma structure, donc au sein du gouvernement canadien, mon employeur a toute une équipe de recherche qui combine des informations, des études de marché pour que les exportateurs canadiens soient éclairés
lorsqu'ils vont à l'international. Mais autre chose que je leur offre aussi, c'est la gestion du risque. Ça, c'est très souvent négligé ou en tout cas méconnu parce que quand on est dans l'export, c'est soit des services que l'on preste à l'avance, soit des produits que l'on doit acheminer, et donc des risques. Risque de non-paiement, risque de répudiation de sa marchandise à la frontière, à la douane. Et tous ces risques-là, nous les gérons, nous les gérons pour permettre aux exportateurs canadiens de faire du business et d'être plus compétitifs. Et donc, enfin, il y a aussi, donc, j'ai parlé du financement, j'ai parlé de la gestion du risque, j'ai parlé du conseil, et voilà, l'accompagnement pratique. Ok, alors par rapport à vos origines, des Congolais, vous êtes Congolais d'origine, on va dire, mais comment vous comptez concilier à la fois cette responsabilité des pouvoirs, valoriser, promouvoir les entreprises et les investissements canadiens à travers le monde, mais comment vous pouvez aussi greffer les Congos dans cette orbite? D'abord, le Congo, il existe dans l'orbite parce que dans mon travail, j'ai eu une visibilité sur quasiment tous les pays du monde, en tout cas les pays où les Canadiens ont un intérêt, et le Congo en fait partie. Maintenant, le commerce international est un domaine très compétitif, donc il y a une part qui peut devenir assez désavantageuse quand il s'agit du Congo. Vous savez, l'argent a un coût, les financements ont un coût, et avant que une entreprise, une banque de développement n'accorde un financement à un entrepreneur, on évalue le risque et notamment le risque pays. Donc, lorsqu'un pays est instable de manière chronique, la notation de crédit, elle est souvent trop basse et donc le coût de crédit trop élevé. Et il peut très vite devenir une barrière d'accès. Et bon, voilà, nous on essaie d'accompagner les investisseurs et les explorateurs canadiens où ils vont aller. Maintenant, pour le Congo en particulier, moi je pense que c'est au Congo de se vendre. Et en tant que Congolais, j'ai bien entendu un rôle à jouer là-dedans. Mais quand on parle de se vendre, pas aux Congolais, mais au Congo en tant que pays, en tant que destination d'affaires, notamment à travers un environnement des affaires bien assaini, ce que par exemple l'ANAPI s'emploie à faire au quotidien, mais d'autres agences aussi. Et donc voilà. Ça, c'est au niveau institutionnel. Au niveau personnel, bon, moi, je suis un entrepreneur dans l'âme. Donc, j'ai déjà créé quelques emplois au Congo par le passé. J'ai ouvert un cabinet de consulting ici. J'ai ouvert une entreprise. Je me suis essayé. Il y a des choses qui ont bien marché. Il y a d'autres qui ont moins bien marché. Mais on apprend. Et on a toujours un œil, on a toujours le cœur au pays pour dire que dès que les conditions seront plus ou moins réunies, parce qu'elles ne seront jamais totalement réunies, on revient et on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Ok, alors vous êtes un accro du numérique, j'aimerais comprendre un peu qu'est-ce qui vous a attiré sur ce terrain. Alors, accro je sais pas, mais en tout cas c'est ma passion. Un passionné. Oui, tout à fait. Pour être précis. Parce que pour un informaticien de formation, je suis plutôt enclin à travailler sur la partie, on va dire la partie humaine, la partie savoir-être de l'informatique, c'est-à-dire le développement des affaires. J'aime vulgariser l'informatique auprès des plus ou moins non initiés. Moi, je considère que le numérique est un enjeu culturel, enjeu national, voire de souveraineté nationale, et non pas une chasse gardée des seuls informaticiens. Donc, depuis le tout début de ma carrière, j'ai toujours aimé, c'est pour ça que j'ai commencé dans le service client, dans la gestion des projets. En fait, c'est des branches de l'informatique qui vous amènent au contact humain plutôt que vous enfermer dans une salle machine en train de faire de la programmation et autres. J'ai été formé à tout ça, mais très vite je m'en suis éloigné parce que j'ai toujours considéré que le contact humain, la vente, le marketing, le développement des affaires étaient mes zones de prédilection. Et donc je suis dedans, je vis de ça, mais aussi je vis cela comme passion. Ok.
Vous écoutez Radio Kapi qui vous propose sa chronique axée sur les Congolais de l'étranger. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un Congolais qui vit au Canada, à Ottawa. Il s'appelle Jean-Paul Mouka. Il est docteur en gestion des technologies de l'information et de la communication, spécialiste en transformation numérique des entreprises. Il est également diplômé en métier de la banque et analyse crédit, diplômé en commerce international, doctorat PhD en gestion des technologies de l'information, voilà, formation en intelligence stratégique et développement. On va dire qu'il a plusieurs casquettes, il est aussi un entrepreneur et alors on a profité de son séjour à Kinshasa pour parler de lui. Alors Jean-Paul Mouka, il y a un débat qui est de plus en plus on va dire un débat autour de l'apport de la diaspora. Qu'est-ce que la RDC peut attendre de sa diaspora? Parce que quand on observe tout autour de nous, en Afrique de l'Ouest, on sent que beaucoup de ces Africains qui partent de leur pays, du Sénégal, du Mali et d'autres pays, ils finissent toujours par revenir et partager leur savoir-faire. Mais alors, par rapport à la diaspora congolaise, d'abord, vous, en tant que ces Congolais qui vivent au Canada, comment vous évaluez, partant de votre expérience et de ce que vous voyez autour de vous, l'apport de la diaspora dans le développement de la RDC? Alors, permettez-moi déjà de commencer par dire la chose suivante. Moi, j'espère qu'on peut en parler la tête froide et dépassionner un peu ce débat, parce que du peu que j'ai suivi ces derniers mois, c'est peut-être ces dernières années, ce débat a pris des proportions stratosphériques au pays. Moi, je pense que il y a un aspect de cela qui est un faux débat, parce que d'abord, je crois fermement que les Congolais de la diaspora ne sont ni plus ni moins Congolais que d'autres. Premièrement. Je pense que si on parle de Congolais de la diaspora, c'est tout simplement parce qu'il se fait qu'ils ne... Par rapport à la géographie. Voilà, la géographie. Ils ne vivent pas physiquement au pays. C'est Congolais du... Et même la diaspora dont on parle, elle est plurielle. Il y a des Congolais du Kenya, de l'Afrique du Sud, de l'Éthiopie, du Canada, de la France. Donc tout ça, on met ça dans un sac qu'on appelle la diaspora. Ils pensent pas tous pareil. Ils font pas tous la même chose. Mais quand ils reviennent dans leur pays, d'abord, la première des choses, il faut qu'on se mette d'accord sur le fait qu'on est tous Congolais. D'accord? Et une fois que on se met tous pied d'égalité, vous verrez qu'il y aura un peu moins de complexes, peut-être moins de complexes de supériorité de la part de ceux qui reviennent, en donneur de leçons, comme parfois il peut être constaté, mais aussi moins de complexes d'infériorité de la part de ceux qui étaient restés et qui regardent un peu de travers ceux qui arrivent d'un air méfiant ou d'un air un peu, voilà, on y va pour que soutirer, parce que c'est dur partout. Donc, une fois que cela est dit, moi, je pense que vivre dans la diaspora, surtout quand on regarde l'histoire particulière de notre pays, est une chance extraordinaire. Moi, je suis parti de ce pays alors qu'il y avait encore, voilà, pendant la première guerre de l'Est, donc 96-97, je suis revenu pour une première fois après la deuxième guerre. Les accords de Sun City venaient d'être signés et tout, dans le pays commençait à peine d'être réunifié. Et quand on regarde tout ce que ce pays a perdu pendant ce temps-là, on peut se dire que partir du pays, en tout cas en ce qui me concerne, fut une chance inespérée, extraordinaire. Je ne sais pas si j'aurais eu le même parcours si j'étais resté. Je sais il y en a de mes compatriotes de ma génération qui ont fait quelque chose de leur vie en étant jamais partis. Donc je ne sais pas ce qu'il en serait de ma vie, mais une chose que je sais, c'est que partir, apprendre à l'extérieur, se confronter à d'autres cultures, se confronter à une certaine vision de l'excellence fut une énorme chose pour moi. Elle m'a ouvert des portes. Maintenant, c'est des chances, c'est des occasions. On en fait ce qu'on en fait. Il y en a qui sont partis et qui n'ont jamais profité des occasions qui leur ont été présentes, qu'ils ont eu sur leur parcours. Et donc, qui reviennent, on va dire, les mains bredouilles. Ce n'était pas mon cas, Dieu merci. Donc, apport concret de la diaspora, c'est d'abord, voilà, ce qu'on apprend. On sort, on a une vision du Congo un peu différente lorsqu'on revient, mais pas différente pour dire que ceux qui sont restés ou que le Congo tout entier ne vaut rien, mais vision différente dans le sens qu'on a vu ce qui se fait ailleurs. Surtout ce qui se fait de mieux ailleurs. Et donc, on peut contribuer par des moyens financiers, parce que beaucoup de ceux qui sont partis en Occident ou dans d'autres pays plus ou moins organisés, ils ont eu la chance de bien vendre leur talent, contrairement à d'autres qui sont restés,
Moi, ça me fend toujours le cœur quand je regarde que la plupart des cambistes, de coiffeurs au bout de la rue, sont, avec tout le respect que j'ai pour leur profession, mais je sais que la plupart d'entre eux n'ont pas envie de faire ce qu'ils font. Mais quand vous parlez un peu avec votre coiffeur en ville ici, vous vous rendez compte que non, il est licencié en économie. Je dis bon, ok, licencié en économie pour faire petit coiffeur. Je parle pas d'un salon de coiffure industriel. Hein. Je me dis, il y avait peut-être un raccourci. Peut-être que licencié en économie, c'était pas le meilleur moyen d'y arriver. Ils vont te dire que ben chef, il y a pas de boulot. On fait ce qu'on peut. Donc voilà, quand je regarde tout ça, je me dis voilà, il y en a qui sont ici et qui n'ont tout simplement pas eu les bonnes opportunités. Donc quand on est parti, qu'on a eu les bonnes opportunités et qu'on les a exploitées, c'est une chance énorme. Ok. Mais, voilà. Alors, qu'est-ce qu'est la diaspora? Parlons de votre parcours, de votre expérience. Attends, Jean-Paul Mouka, qu'est-ce que la diaspora, particulièrement vous attendez du gouvernement? Vous savez, vous connaissez la phrase. Il faut jamais se demander, il faut pas se demander ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous avez quand même des, vous pouvez on va dire offrir à certaines votre pays. revendications par rapport Tout à à fait. certaines réalités. Tout à fait. D'abord, en général, ceux qui, comme moi, opèrent dans d'autres pays, se rendent compte de la lourdeur administrative dès qu'on revient au Congo. Donc, il y a beaucoup de choses qui, tout simplement, ne font pas sens. Il y a des choses qui sont faites parce qu'elles ont toujours été faites. Enfin, ça a toujours été comme ça. Des fois, vous parlez, vous dites, mais en fait, pourquoi vous faites ça? En fait, pourquoi je paye? En fait, pourquoi ceci? En fait, pourquoi cela? On vous donne pas une réponse rationnelle. On vous dit que non, ça a toujours été comme ça. Je pense que il y a beaucoup de choses qu'il faut repenser, notamment dans l'administration. Maintenant, restons un peu, si vous voulez, dans le domaine des affaires. Il faut faciliter la venue de ceux qui veulent venir, congolais ou autres, notamment par une fiscalité bien plus attrayante, parce qu'aujourd'hui elle est très pesante, entre les divers points d'accès où vous devez vous mettre en ordre avec les services administratifs, très souvent redondants d'ailleurs. On va dire qu'il y a encore des pesanteurs. Beaucoup. Et pas seulement qu'un peu, hein. Beaucoup de pesanteurs. Et en fait, vous savez, des fois c'est difficile, c'est dur de rester optimiste. Moi, je suis très optimiste sur mon Congo. Je crois que les choses iront de mieux en mieux. Mais des fois, son optimisme prend du plomb dans l'aile quand on regarde que des choses très simples ne sont tout simplement pas faites. Ou alors les textes ont changé, mais la mentalité ne suit pas. On se dit, si on en est encore là, et on regarde à l'échelle d'une vie, on se dit qu'on n'est pas éternel sur Terre. Des fois, on se dit qu'on risque de ne pas voir un Congo prospère de son vivant, quand on a l'âge biologique et professionnel que j'ai. Mais il y a toujours une force. Vous savez, rentrer chez soi, c'est magique. Il y a quelque chose qui vous redonne l'espoir, qui vous dit que ça ira mieux et qui sait, peut-être que ça ira mieux, notamment à travers moi. Donc moi, j'amène pas des plaintes, j'amène des solutions là où je peux. Ok, alors plus ou moins 25 ans vécu à l'étranger, en Afrique du Sud, aux États-Unis d'Amérique et pour finir au Canada. Est-ce qu'il y a par exemple des projets de venir un jour rentrer définitivement au pays, quand à voyager de temps en temps pour aller suivre tel ou tel dossier ailleurs? Moi, je suis déjà rentré au pays depuis longtemps. Okay. Je vis ici. Il se fait que parfois je passe plusieurs mois en dehors de ce pays pour raisons professionnelles et parce que voilà, encore une fois, j'ai fait un choix de vie d'élever mes enfants en dehors du pays avec mon épouse. Mais moi, je vis au Congo tous les jours. C'est-à-dire, mon cœur est au Congo. Je pense Congo partout où on est. Partout où je suis passé dans les sortes. Et vous arrivez de parler du Congo à vos enfants? Tout le temps. Ok. Et comment ils réagissent? Ils sont curieux. Ils sont venus déjà. Ça commence à dater, mais ils reviendront à la première occasion. Moi, je crois que, vous savez, il y a beaucoup de programmes d'aide, par exemple, aux jeunes diplômés du secondaire au niveau de l'Amérique du Nord, où ils peuvent aller faire un échange d'expériences sur d'autres continents. Moi, je suis d'avis, en ce qui concerne mes enfants, que plutôt que peut-être de les envoyer en Colombie, en Corée du Sud, pour 6 mois, pour qu'ils aillent se confronter ou se frotter à la culture là-bas. Moi, je préfère qu'ils reviennent au Congo pour travailler avant d'aller à l'université, faire un petit stage, comprendre les réalités d'ici. Bon, après, vous savez, les enfants, nos parents ont décidé pour nous. La génération aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent avec, bien entendu, le conseil des parents.
Mais oui, moi je me vois ici tout le temps. J'essaie de voir comment repliquer ce que je fais ailleurs, surtout ce que je fais de bien ailleurs ici chez moi. Voilà, écoutez, on fait ce qu'on peut, et puis c'est aussi une question d'opportunité. Quand les bonnes portes s'ouvrent, ou quand il y a les bonnes portes qu'on peut défoncer d'un coup de pied, ben on essaye. Parfois ça marche moins bien, mais c'est la vie. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ce que Jean-Paul Mouka, docteur en gestion des technologies de l'information et de la communication, spécialiste en transformation numérique des entreprises, et également diplômé en métier de la banque et analyse crédit, où est-ce qu'on peut s'informer sur vos réalisations, Jean-Paul Mouka? Alors, mes réalisations, d'abord, voilà, je peux répondre à vos questions ici, sur votre antenne, et expliciter sur ce que je fais, mais vous savez, aujourd'hui, avec le numérique, par exemple, si vous allez sur LinkedIn, le réseau professionnel par excellence, c'est un peu le Facebook professionnel où chacun peut étaler ses réalisations, ses références. Quand vous cherchez sur LinkedIn sous le nom Jean-Paul Mouka, vous voyez tout mon parcours, tout mon CV. Voilà, et puis je suis joignable aussi sur Facebook pour ceux qui aimeraient approfondir la discussion avec moi. Voilà, et puis bon voilà, avec les intimes, je partage mon numéro de contact personnel, et puis voilà, c'est tout à fait clair, transparent et vérifiable. Jean-Paul Mouka, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes résident au Canada, vous êtes congolais, vous vivez au Canada, vous avez quitté le Congo, ça fait plus ou moins 25 ans, vous êtes parti de l'Afrique du Sud, les États-Unis d'Amérique, et comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la présentation, vous êtes docteur en gestion des technologies de l'information et de la communication, spécialiste en transformation numérique des entreprises, et vous avez suivi plusieurs formations, vous faites beaucoup de choses, vous êtes également un entrepreneur. Merci de nous avoir consacré de votre temps, peut-être d'autres informations que vous aimeriez partager. C'est moi qui vous remercie, ce fut une très belle opportunité, j'en suis reconnaissant, et puis puisque c'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de m'entretenir sur une telle tribune avec mes compatriotes, moi je suis un motivateur et donc un très grand optimiste. Moi je crois que si je l'ai fait à mon petit niveau, c'est que c'est possible. Je sais que les conditions au pays ne sont pas toujours favorables à de l'optimisme à long terme, mais moi je dis à ceux qui suivent nos pas derrière, aux plus jeunes ou aux plus vieux, mais qui n'ont pas eu la chance, l'expérience que moi et les autres on a eu, de ne jamais perdre espoir, mais surtout de tirer le meilleur des opportunités là où vous êtes. J'ai connu beaucoup de gens qui ont perdu du temps en disant je vais étudier quand je vais partir du pays, et entre-temps la vie passe, certaines opportunités ne reviennent plus. Si vous voulez immigrer, si vous voulez quitter le Congo à un certain moment de votre vie, contentez-vous déjà d'exceller là où vous êtes. Et un jour la porte s'ouvrira. Regardez comment ça se passe avec les migrants aujourd'hui. La plupart des voies d'immigration sont très périlleuses. Les plus sûres aujourd'hui, c'est en gros à travers les études, c'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne base, c'est-à-dire qu'il faut s'appliquer ici, ou alors à travers le travail, c'est-à-dire qu'il faut avoir de l'expérience. On n'a pas besoin de stagiaires congolais en France ou au Canada, mais un Congolais qui a déjà quelques années d'expérience, qui a déjà du vécu, qui a déjà peut-être, pourquoi pas, une expertise bilingue, français, anglais ou une autre langue, il est beaucoup plus utile ailleurs. Donc moi je dis à ceux qui nous écoutent, surtout les jeunes étudiants, les jeunes professionnels, excellez déjà là où vous êtes. Ne vivez pas en attendant, pensant exceller lorsque vous allez partir. Le Congo a besoin de nous tous et il a besoin de notre excellence au quotidien. Je vous remercie. Jean-Paul Mouka, merci. Merci de votre